Cher, parlons maintenant de ce livre qui est le petit plaidoyer pour une grande réforme. La question est, est-ce que ce livre est parti d'un travail antérieur? Je pense que la première édition contenait même les références, c'est-à-dire c'était au départ quelques articles dans la revue qu'on a relancée dans la deuxième phase du MRU, après le congrès par lequel on a relancé l'activité en juillet-août 2002. Là, on a décidé de relancer l'organe essentiel sous le nom de rénovateur, le rénovateur, Manawab El-Mujaddid. C'est sur un support électronique, mais on faisait quand même des copies sur papier à un tirage très limité, distribué aux collègues enseignants en Syrie surtout, et à partir de la Syrie, on envoyait quelques copies aux gens qu'on connaissait. Et le support était par ailleurs spécialement électronique. Alors, dans les numéros 24, 25 et 26, j'ai fait une série d'articles qui traitent du phénomène des talibans. Parce qu'il faut rappeler que c'était juste après les attaques du 11 septembre et toutes les campagnes qui stigmatisaient le phénomène des talibans. Alors je me suis proposé d'expliquer ce phénomène et de le placer dans son contexte historique et épistémologique. Et par la suite, proposer une voie de dépassement de ce phénomène. Donc c'était l'idée de départ et c'était le travail antérieur qui a été fait. Alors par la suite, après mon arrivée en France et après les premiers contacts que j'ai faits avec les décideurs de la communauté musulmane, je me suis rendu compte qu'il faut faire son propre espace de recherche et environnement de recherche. Et là, on a créé la CAP, comme je l'ai expliqué l'autre fois, et ce document était destiné à être le texte fondateur de la CAP. La CAP, c'est pas simplement une petite association culturelle qui s'ajoute à la longue liste des associations culturelles des musulmans. C'est tout un projet de réforme. Et il commence, comme toute réforme, il doit commencer par un dépassement. Et après, le dépassement, après quoi se fait-il? Normalement, après une analyse du phénomène qui existe et qu'on veut dépasser. Donc on a commencé par une analyse du phénomène qui se réclame du salafisme et de l'islamisme. Donc c'était une analyse, si vous voulez, scientifique, ces deux phénomènes-là. Alors en parlant de dépassement, il y a une citation dans votre livre, page 19, où vous écrivez: pour réussir la réforme de la pensée islamique, il faut acquérir une certaine maturité socio-culturelle qui permettrait de dépasser l'activisme islamiste et de la considérer comme une phase d'adolescence dont on doit sortir à tout prix. Est-ce que vous pouvez expliquer ce passage de votre livre? Ce dépassement est quelque chose c'est une condition, comme on dit, sine qua non pour réussir. Sinon, toute tentative de sortir du statu quo serait vaine. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire cet islamisme activiste ou cet activisme islamiste? Ça revient en même. Il faut analyser les deux termes, l'activisme et l'islamisme. Pardonnez-moi, juste avant que vous analysez les deux termes, il est important de noter que ce livre a été écrit en 2003, mais il vient d'articles qui a été écrit en 2001, c'est-à-dire bien avant de 2002 jusqu'à 2003, les articles là. Oui. Donc bien avant le résultat de ce qu'on appellera bien plus tard le printemps arabe. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Depuis 2002 jusqu'au printemps arabe, il y a quand même 9 ans encore. Hein. Alors c'est important de comprendre, je pense, pour tout le monde, qu'est-ce qui vous a permis d'avoir cette conclusion? Alors à une époque où dans certaines sociétés arabes, on avait encore le rêve de mettre au pouvoir l'islamisme politique. Mais vous savez, depuis cette époque-là, ceux qui étaient des observateurs avisés, je croyais être parmi eux, parce que
de par ma responsabilité dans le mouvement de l'ONRU, je devais suivre tout ce que je disais à très haut niveau. Alors, ce qui m'a interpellé depuis les attaques du 11 septembre, c'est que les Américains ont déjà commencé à préparer, on va appeler par la suite le printemps arabe. Depuis là, ils ont commencé, et d'ailleurs j'ai écouté une intervention qui a été faite par un haut responsable, je pense que c'était un responsable de la sécurité américaine, dans une université américaine, et ça a été relayé par certains médias pas très populaires. Peut-être, je ne me rappelle plus du journal, mais ça pourrait être ou bien Le Monde, ou bien Herald Tribune, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ce sont ces genres d'organes qui relaient les interventions de ce type. Le résumé, c'était ça. C'est que les pays arabes ont besoin, et les pays musulmans, donc, de façon générale, ont besoin de changements, mais on craint le vide. Alors, on doit penser à instrumentaliser les deux seules forces organisées de la région, à savoir l'armée et les frères musulmans. Donc, depuis le début des années 2000, il y a eu cette pensée qui a commencé à mûrir par la suite nous donner ce qu'on a vu, c'est le printemps arabe bon, ça a pris des formes différentes selon les pays, bien sûr. Mais l'idée est très ancienne. D'accord. Vous définissiez l'activisme islamiste. Oui. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire activisme? Être activiste, c'est quoi? C'est avoir l'activité en tant que telle objectif. À la manière un peu d'un célèbre penseur qui s'appelle Bernstein. Il disait l'essentiel c'est le mouvement lui-même. Le but n'est pas important. C'est ça l'activisme, c'est-à-dire s'engager et lutter, peu importe à ce que vous aboutissez à un résultat concret dans cette vie ou pas. Pourquoi? Alors, ou bien on est nihiliste, quand on est dans un schéma non monothéiste, mais quand on est musulman de plus, l'activisme qui se greffe à l'islam devient activisme islamiste. Parce que on se console, même en cas d'échec. Par quoi on se console? Par le paradis qu'on va quand même avoir par la suite. C'est-à-dire on devient activiste, on fournit tous nos efforts, on peut sacrifier toute sa vie pour une cause incertaine des fois, et en utilisant des méthodes des fois non scientifiques. On ne vérifie même pas l'efficacité des méthodes qu'on utilise. Vu qu'on a dans l'esprit, voilà, si An-Nasr Awshad, la victoire ou le martyr. Dans les deux cas, donc on est dans le bon camp. C'est ça l'activisme islamiste. Et du coup, ça ne réussit jamais. Donc, toute expérience islamiste qui avait réussi, c'est parce que justement elle n'était pas activiste. C'était des expériences islamistes bien réfléchies et machiavélistes aussi. On a que deux expériences islamistes qui avaient réussi. La première, c'est celle de l'Iran en 1979. La deuxième, c'est celle du Soudan en 1989, c'est-à-dire 10 ans après, lorsque les frères musulmans ont amené M. Bachir au pouvoir avec un coup d'État. Bien sûr, il s'est retourné contre eux par la suite, mais de toute façon, c'était une affaire réussie. Mais comment il était? Il était machiavéliste. Il suffit de comprendre ce machiavélisme en écoutant les aveux du fondateur de ce mouvement, qui est feu Hassan Tourabi, qui est décédé il y a quelques mois seulement. Donc, l'activisme islamiste, c'est fait pour détruire et non pas pour réussir. C'est pour cela que la première idée qu'il fallait que notre mouvement propage, c'est il faut dépasser l'activisme islamiste. Alors, par la suite, se débarrasser de l'activisme seulement et garder l'islamisme ou pas, c'est une autre affaire, c'est une autre étape. Mais au départ, il fallait d'abord se débarrasser
de ce duo-là qui est synonyme d'échec.